Bonjour à tous, merci d'avoir accepté que je présente mon sujet qui porte sur le risque d'accidents vasculaires cérébraux chez les enfants et adolescents atteints d'un syndrome drépanocytaire majeur en Guyane française. Donc on va parler de la drépanocytose bien sûr, du risque d'accidents vasculaires cérébraux. Donc il faut savoir que ce risque chez les enfants drépanocytaires est 220 fois plus important que chez les non drépanocytaires, des moyens de prévention et enfin on parlera de notre étude. Donc l'incidence de la drépanocytose en Guyane est la plus importante de France, avec 1 sur 227 nouveau-nés atteints d'un syndrome drépanocytaire majeur. Donc la drépanocytose, en fait, c'est une hémoglobinopathie, comme vous le savez tous, due à une mutation génétique. On a une glutamine qui va céder sa place à une valine sur la chaîne bêta de l'hémoglobine, ce qui va conduire à la formation d'une hémoglobine anormale, l'hémoglobine S. Dans les cas où le corps est soumis à une désoxygénation, à un stress, à une infection, on va avoir en fait ces molécules de valine qui sont hydrophobes qui vont aller s'agglomérer un peu entre elles et en fait nos hémoglobines S du coup vont former un polymère donc qui va donner cette forme particulière au globule rouge donc de Fauci. Donc ce globule rouge sera plus fragile et sera surtout beaucoup plus rigide. Ce qui va se passer également, donc il va y avoir dû à ce stress donc des cascades d'inflammation qui vont s'activer, des globules blancs, des plaquettes et des réticulocytes qui vont être recrutés et en fait qui vont adhérer à la paroi de l'endothélium. Donc tout ça va avoir pour conséquence en fait de ralentir la circulation, le flux sanguin, et donc ça va laisser le temps à ce globule rouge donc de prendre sa forme en faucille, donc on appelle ça le delay time, et donc ce globule rouge va également aller adhérer aux parois de l'endothélium, et donc dans les petits vaisseaux, en fait, il va y avoir une accumulation de ces faucilles et d'autres molécules, et du coup ça va créer l'occlusion donc, de ces petits vaisseaux, et donc donner ces crises vaso-occlusives dont on connaît bien les conséquences. Par ailleurs, donc, comme j'ai dit, ce globule rouge est très fragile, donc il va avoir tendance à hémolyser. Il va relâcher donc, des radicaux dérivés de l'oxygène, donc, qui vont aussi aller altérer les membranes des globules rouges, et ils vont également relarguer de l'hémoglobine et de l'hème, qui va diminuer la biodisponibilité du monoxyde d'azote, qui est un vasodilatateur. Donc on va en plus avoir un vaisseau qui va se vasoconstricter. Par ailleurs, donc, le mécanisme de la macrovasculopathie, c'est tout ça, mais également, en fait, ces molécules donc, qui vont adhérer, on l'a dit, donc les globules rouges vont s'y former, les globules blancs, les plaquettes, les réticulocytes, en adhérant à la paroi, en fait, vont au final abîmer l'endothélium. Et en fait, au fur et à mesure de ces épisodes de stress extérieur, d'infection, de désoxygénation, donc on va avoir une hyperplasie progressive de l'endothélium, de l'intimat de l'endothélium, donc une sténose progressive des vaisseaux. Donc ce qui va conduire en effet à des accidents vasculaires cérébraux ischémiques. Donc ça survient dans 75% des cas donc sur une sténose vasculaire dont on a parlé. Dans 25% de cas, ce sera dû à un sludge de la circulation avec un événement aigu qui provoque l'ischémie. Donc les AVC ischémiques, c'est ce qui est le plus important chez les enfants drépanocytaires avec un risque maximal avant 9 ans. Entre 20 et 30 ans, on a surtout un risque d'AVC hémorragique, donc sur des ruptures d'anévrisme, sur des transformations hémorragiques d'AVC ischémique ou sur des ruptures de collatérales qu'on appelle les moya-moya. Donc ce risque d'AVC ischémique a été évalué chez les SSS-bêta-0, donc qui ont les phénotypes les plus sévères, à 11% avant 20 ans, avec une incidence de 4,4 pour 1000 patients années. Je vous parle aussi des AVC silencieux, qui est une entité quand même assez importante. Donc en fait, ce sont des lésions de la substance blanche punctiforme, mais qui n'auront pas de conséquences cliniques, en fait. C'est pour ça qu'on les appelle silencieux. Mais en fait, le nom n'est pas vraiment adapté, parce qu'il y aura quand même des conséquences avec un enfant qui pourra avoir des difficultés d'apprentissage, des troubles scolaires, etc. Donc ce risque est quand même important, parce qu'il est évalué chez les SSS-bêta-0 à 37% à 14 ans. Il est également présent chez les autres syndromes drépanocytaires majeurs, avec un risque à 22% à 14 ans chez les SC. Donc, les moyens de prévention des AVC, donc il faut savoir que les IRM cérébrales ne peuvent
parfois pas détecter suffisamment précocement une sténose débutante. Et donc, ce qui est recommandé, c'est un dépistage cérébrovasculaire par écho-doppler transcrânien chez les enfants SSS bêta 0 de 12-18 mois à 16 ans. Le risque d'AVC chez les SCS bêta plus n'est pas nul, même s'il est beaucoup moindre, mais il a été démontré que en fait, le dépistage, le risque d'avoir un doppler transcrânien anormal chez ces enfants-là était nul. Tandis que chez les SSS bêta 0, effectivement, il y a un intérêt à le faire. Donc on va prendre la sonde d'échographie de Doppler transcrânien, on va mesurer en fenêtre temporale, sous-occipitale, sous-mandibulaire, les vitesses moyennes des flux sanguins dans les vaisseaux carotidiens. Donc si on a une vitesse qui est accélérée, on suspectera en fait une sténose sous-jacente. Donc il a été démontré que le risque d'AVC sans traitement en cas de vitesse pathologique, donc c'est supérieur à 200 cm par seconde, est de 10% par an. Donc en cas de vitesse pathologique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler tout d'abord l'hémoglobine pour être sûr qu'il n'y ait pas d'anémie aiguë qui pourrait interférer en fait et donner des vitesses faussement accélérées. Et si les vitesses sont vraiment pathologiques, on inscrira l'enfant dans un programme d'échange transfusionnel dont je vais vous parler après. En cas de vitesse limite, donc entre 170 et 199 cm par seconde, donc le risque d'AVC sans traitement est de 2 à 7% par an. Là, on fera un contrôle de Doppler rapproché trimestriel pour vérifier qu'on ne passe pas à des vitesses pathologiques par la suite. En cas de vitesse normale, donc on a un risque qui est moins de 2% par an, donc on fera un dépistage simple annuel. Il faut savoir aussi qu'en cas de récidive d'AVC, en cas de premier AVC, on a un risque de récidive à 67% dans les 2 à 3 ans. Donc le traitement par programme d'échange transfusionnel est très important. Il y a une étude qui s'appelle l'étude STOP qui a montré qu'en cas de vitesse pathologique, on avait sous échange transfusionnel avec des cibles bien précises, une réduction du risque d'AVC clinique de 92% à 18 ans. On a également un risque de récidive d'AVC à 10-20%. Mais par contre, en cas d'arrêt sans relais du programme d'échange transfusionnel, on a de nouveau des risques d'AVC et de récidive qui réaugmentent. Donc on sait que le programme d'échange transfusionnel, c'est quand même un programme qui est lourd, qui est coûteux, qui a risque d'allo-immunisation pour les enfants. Donc il y a eu des études pour évaluer la place de l'hydroxyurée. Donc ce traitement que vous connaissez, qui en fait augmente l'hémoglobine de base, l'hémoglobine fœtale, qui augmente la biodisponibilité du monoxyde d'azote, et qui diminue l'adhésion des globules blancs et des plaquettes, etc. Donc en fait, il y a eu une étude en particulier qui a évalué, enfin il y a eu plusieurs études d'ailleurs, qui a évalué en fait la place de l'hydroxyurée en relais après le programme d'échange transfusionnel, une fois que les vitesses au Doppler étaient normalisées, et surtout s'il n'y avait pas de sténose sous-jacente artérielle. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on met l'enfant sous programme d'échange, on attend que ses vitesses en contrôlant régulièrement se normalisent, on fait un relais avec un chevauchement de plusieurs mois par hydroxyurée, mais par contre il y a un risque quand même de réversion, comme on appelle ça, c'est un risque d'avoir de nouvelles vitesses de nouveau pathologiques sous hydroxyurée. Donc en fait on contrôle de façon rapprochée avec le Doppler pour être sûr que les vitesses restent normales. Si c'est le cas, on laisse l'enfant sous hydroxyurée. Par contre en cas de récidive d'AVC, c'est vrai qu'on préfère généralement maintenir un programme d'échange au long cours. Donc voilà, je vais maintenant vous parler un peu de notre étude. Donc notre étude était menée en Guyane. On s'est basé sur la liste néonatale de dépistage de la drépanocytose, donc qui a commencé de façon systématique en Guyane en 1992. Donc c'est pour ça qu'on a choisi des patients qui étaient nés en Guyane entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2002. Ils devaient être porteurs d'un syndrome drépanocytaire majeur, avoir un dossier médical dans l'un des 3 hôpitaux publics guyanais, donc Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, et être non opposés à participer. Donc on a choisi la non-opposition parce qu'on avait peur d'avoir beaucoup de perdus de vue. Donc notre objectif, c'était de déterminer le risque d'AVC clinique avant 15 ans, 3 mois.
Donc on avait 48 051 nouveau-nés qui étaient dépistés, 218 porteurs de drépanocytose. Au final, on avait 5 patients sans syndrome drépanocytaire majeur, une patiente qui n'avait pas eu de confirmation comme ayant un syndrome drépanocytaire majeur, elle n'avait pas eu son contrôle biologique, 7 patients qui étaient opposés à l'étude, 32 patients sans dossier, 51 patients non contactés puisqu'on n'avait pas de contact. Donc au final, nous avions 122 patients inclus, donc 4 AVC, 6 décès, 8 IRM cérébrales réalisées, dont 5 pathologiques dont je vais vous parler. Donc on avait, comme attendu, une majorité d'enfants SS, S-bêta 0, donc 58%, 33% de SC et 9% de S-bêta+. Comme attendu également, nous avions chez les SS, S-bêta 0 plus d'hospitalisation, de consultations aux urgences, de syndrome thoracique aigu, plus d'hémolyse, d'hyperleucocytose, d'hyperréticulocytose, d'hyperplaquitose et une hémoglobine S plus élevée. On a également étudié l'alpha-thalassémie sans retrouver de différence entre les génotypes, parce que l'alpha-thalassémie est un facteur protecteur d'AVC. Donc l'alpha-thalassémie, effectivement, c'est une délétion d'un des allèles alpha. Donc en fait, on va avoir nos chaînes bêta qui vont avoir tendance à s'agglomérer entre elles et donc former un polymère hautement instable. Donc ça explique pourquoi c'est un facteur protecteur. Donc, dans nos résultats, nous avions les 4 AVC cliniques, tous survenus chez les garçons SSS bêta 0 et survenus avant la mise en place du dépistage cérébral transcrânien. Donc, nous avions 3 AVC ischémiques à un âge moyen de 6,9 ans, dont 2 avec un antécédent d'AVC silencieux qui a été découvert sur l'IRM en fait au moment de l'AVC. La symptomatologie de découverte, c'était à chaque fois une hémiplégie brutale. Donc, il y a eu 2 enfants avec des séquelles d'hémiplégie motrice. Dont les 2 sont toujours sous programme d'échange et un malheureusement a quand même des lésions ischémiques qui progressent sur l'IRM malgré le programme d'échange. Il y a eu un enfant qui n'avait pas de séquelles, il n'a eu que 2 échanges transfusionnels sans imagerie de contrôle. Il était à noter alpha-thalassémie hétérozygote. Et donc nous avions un AVC hémorragique à l'âge de 9,2 ans sur une rupture d'anévrisme due à une poussée d'hypertension. Donc ça a été découvert sur des céphalées intenses avec une hémiparésie brutale. J'ai retrouvé un ancien compte-rendu qui parle d'une possible légère ataxie céruleuse, donc il a peut-être gardé des séquelles, mais apparemment au niveau scolaire ça se passait bien à ce moment-là. Il a eu un traitement par antihypertenseur, il n'a pas eu de programme d'échange. Donc on a fait une courbe de Kaplan-Meier pour étudier la survie. Et on a trouvé un risque d'AVC ischémique chez ces enfants SSS bêta 0 avant 15 ans 3 mois à 4,88% avec un écart type de 2,89%. L'incidence d'AVC ischémique donc chez ces enfants était de 3,1 nouveaux cas pour 1000 personnes années avec un intervalle de confiance entre 1 et 9,7. En dehors de ça, donc en dehors des AVC, il y a eu 8 IRM cérébrales qui avaient été réalisées. Le premier motif de réalisation, c'était les céphalées, et le deuxième, des dopplers transcrâniens pathologiques. Donc 5 IRM étaient pathologiques, 2 avec des AVC silencieux, 2 avec des sténoses de l'artère carotidienne interne, et une IRM avec des lésions d'origine migraineuse. Donc ça, c'est intéressant à noter parce que ce patient, en fait, initialement, on a cru que c'était des lésions d'AVC silencieux, et il a été mis sous programme de l'échange transfusionnel pendant 6 mois, avant la relecture de l'IRM par un spécialiste vasculaire. Donc on a pu à ce moment-là arrêter les échanges. Donc il y a eu également 6 décès dans notre étude à un âge moyen de 4,9 ans, 2 dans un contexte d'anémie aiguë sévère avec une hémoglobine entre 2 et 3, 1 dans un contexte fébrile à domicile, 1 sans information à domicile, 1 sur un syndrome thoracique aigu avec coma mais sans imagerie cérébrale réalisée, donc on ne sait pas si c'est un AVC secondaire à un syndrome thoracique aigu qui a provoqué le décès, 1 sur un arrêt cardio-respiratoire post-chirurgical avec un scanner cérébral non injecté normal. Donc en discussion, il y a quand même l'impression qu'on a un plus faible risque d'AVC que ce qui a été retrouvé dans les littératures. Donc on s'est posé la question du pourquoi. Donc tout d'abord, il y a la mise en place du dépistage cérébrovasculaire. En fait, du coup, notre étude concernait les enfants nés entre 92 et 2002 et on l'a suivi jusqu'à 15 ans 3 mois. Mais le dépistage cérébrovasculaire a été mis en place à Cayenne en 2009 et à Saint-Laurent-du-Maroni en 2012. Donc, est-ce que ça n'a pas pu impacter nos chiffres et induire en fait un faible risque ?
On sait que le risque majeur d'AVC ischémique, donc c'est avant 9 ans. Donc c'est difficile d'évaluer ce risque, ce biais, pardon. On sait également, le docteur Desrousseaux a fait une étude sur l'hôpital de Cayenne entre 2010 et 2014 et il a montré que 63% des patients à ce moment-là n'avaient pas eu leur dépistage par Doppler transcrânien. La plupart n'étaient pas venus au rendez-vous en fait. Donc voilà, difficile d'évaluer ce biais en fait. On a aussi pensé aux perdus de vue, mais quand on a un AVC, normalement on consulte, on va à l'hôpital. Après, est-ce qu'il y a eu des décès à domicile ou dans les communes isolées? Ça ferait quand même beaucoup de décès. On a pensé également à l'accès aux soins, parce que les études avant le dépistage qui parlent du risque d'AVC, les principales études, ont été faites aux États-Unis. Et on sait que l'accès au système de santé aux États-Unis est quand même plus difficile qu'en France. Donc, est-ce que, du coup, ce ne serait pas leur risque d'AVC qui serait surestimé avec des gens qui ont plus de difficultés à accéder aux soins? On a également pensé à l'alpha-thalassémie, donc on a dit qu'il y a un facteur protecteur d'AVC, mais on n'a pas vraiment, on n'avait pas de toute façon beaucoup de chiffres concernant nos AVC, mais il n'y a rien qui est ressorti de ce niveau-là. Et on a étudié aussi les haplotypes des enfants. Donc on sait que l'haplotype par exemple Sénégal est un facteur de risque d'AVC silencieux. L'haplotype Bantou serait peut-être un facteur de risque d'AVC clinique, c'est controversé. Mais dans notre étude, on avait une majorité d'haplotypes bénins. Donc on n'a pas retrouvé ce genre de facteurs pouvant expliquer ce faible risque. Également au niveau des décès, donc on avait un faible taux de décès avec 6 décès sur 10 ans. Donc on s'est demandé également pourquoi. Est-ce que c'est dû à ce faible risque d'AVC? Est-ce que c'est dû au fait qu'on s'est intéressé aux enfants uniquement nés sur le territoire et pas aux migrants qui ont des conditions peut-être socio-économiques plus difficiles? Est-ce qu'on a un faible taux parce que ce sont des enfants justement? On sait qu'il y a une étude faite entre 1995 et 2010, et l'âge médian au décès dans les DOM serait autour de 38%. 38 ans, pardon. C'est ça, autour de 38 ans. Est-ce que également les décès n'ont pas été sous-estimés avec des décès survenus à domicile ou dans les communes isolées? Donc au niveau des biais de notre étude, donc c'est une étude rétrospective. Il y a eu beaucoup de perdus de vue et beaucoup de données manquantes également. Et donc il y a ce fameux recoupage avec le dépistage cérébrovasculaire dont on peut difficilement évaluer le biais. Même si, comme je vous ai dit, le risque le plus important d'AVC est avant 9 ans. Donc normalement, bon, ça ne devrait pas avoir trop impacté notre travail. Donc il faut que je vous dise un mot du dépistage néonatal. Donc en Guyane, le dépistage donc, est fait dans les hôpitaux, etc. et est envoyé à Lille. Et en fait, le temps de récupération des données et de les transmettre aux patients, donc ça peut s'écouler plusieurs semaines. Et à Saint-Laurent-du-Maroni, ils ont fait une étude pour essayer de faire le dépistage sur place. Et il y avait un délai rendu moyen de 5 et quelques jours. Mais malheureusement, le délai de séjour des dames en maternité est plus court que ça. Donc c'est vrai que dans l'étude, j'ai retrouvé quand même beaucoup de patients, plusieurs patients qui ne savaient pas qu'ils étaient drépanocytaires. Donc des fois, et c'était souvent des femmes d'ailleurs enceintes qui le découvraient à la maternité, ou alors sur des complications. Donc voilà, je me suis interrogée sur la question et il existe des tests de diagnostic rapide qui pourraient être éventuellement faits dans les communes les plus isolées. Voilà, pour avoir comme ça le diagnostic de la drépanocytose puis le suivi derrière. Donc au niveau du dépistage cérébrovasculaire, donc il est très important. Il y a une étude aux États-Unis qui a montré que 64% des patients avaient leur premier AVC ischémique parce qu'ils n'avaient pas un dépistage adapté ou un traitement adapté par la suite. Donc c'est vrai que l'étude du docteur Desrousseaux, dont je vous ai parlé, fait entre 2010 et 2013, a retrouvé effectivement 63% des patients qui n'avaient pas eu leur dépistage et une prise en charge un peu hétéroclite. Donc il y a eu un protocole de dépistage et de traitement qui a été actualisé en 2015.
le CID, donc le Centre intégré de drépanocytose, a ouvert depuis 2014. Et là, depuis l'an dernier, il y a une infirmière qui est dédiée à l'éducation thérapeutique au CID. Pour ce qui concerne l'hôpital de Saint-Laurent, donc il y a des médecins en ce moment qui sont, enfin en tout cas l'an dernier quand j'ai fini mon étude, qui étaient formés à l'utilisation du Doppler transcrânien parce qu'à ce moment-là, il n'avait plus de personnes pouvant le réaliser. Ce qui est intéressant également de noter, c'est qu'on n'avait pas eu d'accident ischémique transitoire au cours de notre étude. Donc est-ce que c'est parce que les patients ne sont pas assez informés et ne sont pas éduqués à reconnaître donc ces symptômes d'AIT? Donc peut-être qu'avec l'éducation thérapeutique, ça va pouvoir améliorer les choses. Et donc les AVC silencieux dont je vous ai parlé. Donc le grand souci, c'est le dépistage. Est-ce qu'il faut réaliser une IRM cérébrale à tous les enfants? Ça veut dire parfois une anesthésie générale. Donc pour le docteur de Montalembert, le professeur de Montalembert, pardon, à Paris, elle recommande effectivement de réaliser une IRM cérébrale chez tous les enfants autour de 6 ans. Mais pour quelle prévention? Donc il a été démontré que l'hydroxyurée en fait pourrait prévenir la formation de nouvelles lésions d'AVC silencieux et leur extension. Mais voilà, c'est une étude qui avait un suivi assez court. Et au niveau donc, de programme d'échange transfusionnel, vu la prévalence, le taux important d'AVC silencieux, en fait, on ne pourrait pas mettre tous ces enfants sous échange transfusionnel. Il n'y aurait pas assez de sang. Voilà, donc... pardon, je me suis trompée dans les diapos. Voilà. Donc en conclusion, on avait un faible taux d'AVC clinique, mais peu de données en rapport avec ces AVC, donc seulement 4 AVC. Donc ce serait bien de faire des études complémentaires. Donc est-ce que la population drépanocytaire guyanaise a certaines particularités, comme le taux d'alpha-thalassémie, les haplotypes, et ce serait bien d'analyser aussi l'efficience du Doppler transcrânien et nos pratiques concernant les moyens de prévention après la mise en place du protocole de Cayenne en 2015 et à Saint-Laurent également. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, j'espère être joignable pour y répondre. Normalement, oui. Bonne journée. Merci Julie Gargaud pour cette présentation très intéressante. Bonjour Julie, merci pour cette présentation. J'ai des questions, moi je suis médecin adulte et donc ça me parle pas beaucoup la drépano chez les enfants. Ma première question c'est quid des AVC chez les adultes? Est-ce qu'il y a des dépistages à faire spécifiques? J'ai pas notion que nous on a beaucoup de patients sous hydroxyurée, mais j'ai pas le souvenir que ça soit pour ce type de raison. Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question c'est que chez les drépanocytaires qu'on voit à l'âge adulte, il y a des profils, on va dire, psychologiques ou neuropsy quand même très particuliers. Alors il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer, c'est des maladies chroniques depuis l'enfance, douloureuses, etc. Mais je me demande, est-ce que ça a déjà été étudié, la part neurologique vasculaire pour de vrai de ces profils un peu spéciaux? Voilà, merci. Merci Loïc. Du coup, pour répondre à ta première question, donc les AVC, c'est surtout chez le drépanocytaire une pathologie qui concerne plutôt l'enfant. Il y en a quand même chez l'adulte. De 20 à 30 ans, c'est surtout des AVC hémorragiques. Et après, ce sont de nouveau des AVC ischémiques qui prédominent. Et en fait, on ne les dépiste pas parce qu'il y en a moins. En fait, c'est vraiment le dépistage, il concerne vraiment que l'enfant. Et du coup, pour ce qui est, c'était quoi déjà ta deuxième question? Ah oui, les pathologies l'impact cognitif donc chez l'adulte. Effectivement, donc il y a des études qui ont montré qu'en fait, rien qu'avoir un AVC, donc comme j'en ai parlé, un AVC silencieux, en fait, ça crée effectivement des troubles cognitifs, des troubles au niveau de l'apprentissage, etc. Après, je ne sais pas si chez l'adulte, il y a eu plus d'études menées à ce sujet. J'avoue que moi, je me suis concentrée vraiment que sur l'enfant. Et voilà, donc on sait que quand même, effectivement, à cause de ces pathologies, des vasculopathies cérébrales même en général, on sait qu'effectivement, les drépanocytaires, ils ont plus de difficultés que les autres, en plus de tout le bagage dû aux maladies chroniques, effectivement.
J'espère que ça répond à ta question. Merci. Moi, je voulais te poser une question. Tu as parlé des travaux du docteur Desrousseaux sur les échappements au dépistage au Doppler transcrânien avec 63% de patients. Est-ce qu'il y a un profil de patients identifié? Est-ce que ce sont des patients avec un isolement géographique, avec des situations sociales compliquées? Est-ce qu'il a identifié un profil de patient particulier? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, par exemple, pour qu'il y ait moins d'échappements à ce dépistage? Je me souviens pas effectivement qu'il ait étudié le profil des enfants. Ça concernait surtout les patients en fait du CID, enfin avant l'ouverture officielle du CID en fait. Mais de toute façon, on sait que les patients effectivement qui vivent dans les communes isolées, sur le fleuve, etc. C'est un peu difficile de mettre en place un dépistage vraiment efficace. Et comme je l'ai dit aussi plus tôt, des fois, il y a même certaines personnes qui ne sont pas au courant qu'ils sont drépanocytaires. Alors généralement, effectivement, quand on est SS bêta 0 avec un phénotype un peu cogné, bon, normalement, on est au courant. Mais des fois, c'est vrai que les patients, ils venaient pas. Moi, j'ai eu beaucoup de données manquantes parce qu'il y a des patients qui venaient pas à leur rendez-vous déjà annuel en tant que drépano. Et quand le dépistage cérébrovasculaire a été mis en place, effectivement, il y avait beaucoup de loupés. Et même, je pense encore maintenant, ça doit être un peu compliqué. Oui. Donc, c'est pour ça que dans ma thèse, effectivement, j'évoque la mise en place peut-être d'un dépistage dans certains CDPS avec des machines peut-être qui seraient plus faciles à utiliser, juste des Dopplers transcrâniens et des personnes qui seraient peut-être formées à le faire pour aller effectivement dans ces communes et réaliser le dépistage parce que c'est quand même une pathologie assez importante avec des conséquences sévères. Très bien. Nous avons une question de Véronique Lambert qui, à distance, qui demande est-ce qu'on retrouve les mêmes chiffres d'AVC sur les Antilles? Alors, j'ai pas retrouvé d'études faites aux Antilles. Justement, je voulais comparer parce qu'effectivement, au niveau du brassage génétique, bon, c'est pas la même population bien sûr, mais on pouvait avoir des similitudes. Et je voulais regarder effectivement le risque d'AVC, voir s'il était le même que celui qui était retrouvé dans notre étude. Et en fait, j'ai pas trouvé d'études faites aux Antilles là-dessus. Okay. Très bien. Alors, une dernière question. Ouais. Du coup, oui, Timothée Bonifay. Une petite question, alors peut-être que j'ai loupé ça dans ta présentation, mais les enfants qui ont fait plusieurs CVO ou au moins un STA, du coup, est-ce que eux sont plus à risque d'AVC et est-ce que ça vaudrait le coup dans ce cas-là d'aller plus rapidement aux IRM cérébraux, dans le sens où il y a eu quand même des AVC silencieux, des malformations ou des sténoses, et du coup dans le cadre de dépistage un peu plus systématique avec l'IRM. Ce qui quoi? En gros, est-ce que ceux qui ont déjà des formes un peu plus graves de drépanocytose, qui ont déjà fait des complications, est-ce qu'ils sont plus à risque de faire des AVC derrière? Si tu as fait 2 STA, est-ce que... Oui, effectivement, le nombre de STA, ça a été démontré effectivement que c'est un facteur de risque d'AVC. Qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, si on fait effectivement de plus en plus de STA et si on a aussi un STA en fait récent de moins de 2 semaines, c'est un facteur de risque d'AVC. Parce que rien que déjà la physiopathologie du STA et aussi le fait qu'on va transfuser en fait ou faire des échanges plus rapidement, ça peut provoquer une viscosité sanguine en fait. Du coup, on sait que dans le STA, il ne faut pas trop transfuser, enfin comme tout le temps, mais voilà, ça a été démontré que c'est un facteur de risque. Pour ce qui est du nombre de CVO, effectivement, il n'y a pas. C'est un facteur de risque d'AVC silencieux pour le coup. Mais ça n'a pas été démontré comme étant un facteur de risque d'AVC clinique. Après, du coup, c'est pas le. En fait, dans la drépanocytose, il y a surtout 2 phénotypes, mais qui sont un peu reliés, qui ont été mis en évidence. Il y a le phénotype d'hyperviscosité et celui de plus d'occlusion. Donc, en fait, normalement, si on a plus un phénotype que l'autre, on va plus faire d'AVC que de CVO. Mais après, bien sûr, tout est entrecroisé. Donc, en fait, on peut très bien faire beaucoup de CVO et faire beaucoup d'AVC aussi.
Donc voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question.